Une production, Les Podcasteurs. Ces dernières semaines, nous avons cheminé ensemble à travers des concepts qui nous déstabilisent, qui touchent à nos fondations les plus profondes. La peur, le pardon, la résilience ont ceci de commun qu'il s'agit d'espaces qui exigent de nous des mouvements, des ajustements, des va-et-vient permanents. La peur nous pousse à la dépasser, le pardon à avancer et la résilience à rebondir. Passionnante aventure humaine, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, comme un pied de nez, j'aimerais vous inviter à réfléchir à l'inverse, c'est-à-dire à ce qui nous tient, à ce qui nous attache, à ce qui fait de nous des êtres constants et réguliers, et plus précisément à notre, ou plutôt à nos fidélités. Sont-elles des empêchements, des entraves au changement ? Ou est-ce qu'à l'inverse, elles sont des remparts dans un monde changeant qui ne cesse d'accélérer, de trahir, de consommer les autres et les idées ? Allons ensemble observer de quoi la fidélité est-elle le nom. La fidélité, disait Alain, est la principale vertu de l'esprit. En un simple adage, le philosophe donne le ton. La fidélité est communément admise comme une qualité louable. En somme, l'inverse de l'odieuse trahison. Car en effet, il y a fidélité à chaque fois que nous conformons notre conduite à un engagement. L'individu fidèle reste constamment dans la ligne qu'il s'était d'abord fixée. On comprend donc aisément que la fidélité est d'abord une question de temporalité. Il s'agit, comme je viens de l'évoquer, de rester fidèle. C'est-à-dire que, pour que la fidélité se déploie, il faut déjà s'être engagé à quelque chose. Il faut l'avoir pensé, formulé, voulu, l'avoir peut-être contractualisé par la loi, par la parole, par un pacte symbolique, peu importe, mais en tout cas, par un instant qui acte ce à quoi on veut rester fidèle. Certains ici se souviennent peut-être des pactes de sang que l'on faisait enfant dans la cour de récré, des promesses impromettables de nos amours adolescents, des discours de mariage ou des convictions idéologiques exprimées à grand renfort de toujours. C'est bien de cela dont il s'agit. S'arrêter un instant dans le présent pour dire quelque chose du futur. La fidélité est donc la constance, la loyauté, la gratitude, tournée vers l'avenir, au moins autant que vers le passé. Alain a raison. Il s'agit bien d'une vertu de mémoire, mais surtout d'engagement. C'est le souvenir reconnaissant de ce qui a eu lieu, joint à la volonté de l'entretenir, de la protéger, de la faire durer tant que c'est possible. Bref, être fidèle, c'est résister à l'oubli, à la frivolité, à la lassitude. La fidélité, nous le verrons, qu'elle soit amoureuse, amicale, politique, religieuse, demande nécessairement des efforts. Non seulement parce que 1000 choses peuvent nous détourner de notre trajectoire, mais aussi parce que nous pouvons faiblir dans notre fidélité et finir par la laisser de côté, sans même avoir subi une influence extérieure. Qui, ici, est resté fidèle à ses idoles de jeunesse ou à ses idéaux de 17 ans? La fidélité, nous l'avons compris, je crois, est donc cet ancrage, mais aussi une manière d'être aligné dans le temps. C'est l'inverse de la girouette, de l'immédiateté, de la consommation et du retournage de veste. C'est donc bel et bien une notion qui est aussi un devoir moral. La fidélité, c'est notre capacité à ne pas se détourner. Oui, mais voilà. Ainsi définie, la fidélité laisse surgir immédiatement une seconde intrigue.
C'est la capacité à ne pas se détourner, certes, mais à ne pas se détourner de quoi au juste? Même si nous avons tous des exemples en tête de fidélité, et même si je viens d'en donner quelques-uns, dans le langage courant, avouons-le, la fidélité est souvent associée à la fidélité amoureuse. Or, c'est loin d'être le seul domaine où elle s'incarne. Car nous pouvons être fidèles à tout un tas de choses. À soi, avant tout, aux autres, à des valeurs, à nos désirs, à des rêves, à une histoire, à un projet, à un destin, à notre liberté, à une parole donnée ou à un accord tacite. Mais le plus délicat dans tout cela, c'est que parfois, nos fidélités se font concurrence, voire même rentrent en contradiction. Par exemple, être fidèle à soi, c'est parfois renoncer à être fidèle aux autres. Ou encore, être fidèle à un projet qui nous tient très à cœur, c'est de temps à autre assumer des contraintes qui nous font être infidèles à notre liberté. Dans ces fidélités contrariées, la question la plus épineuse est sans doute celle des valeurs. Les valeurs sont ce qui guide notre conduite. Elles passent souvent par l'éducation qu'on nous a transmise, par la culture dans laquelle nous sommes nés. Nous déployons de nombreux efforts pour vivre fidèlement ces valeurs. Mais nous nous apercevons parfois que cette quête nous a éloignés de nous-mêmes et de nos désirs, et qu'il faut dès lors déconstruire notre fidélité à l'égard de ces valeurs pour demeurer fidèles à nous-mêmes. Au fond, questionner nos fidélités demande un grand courage, une démarche introspective qui n'est pas simple à mettre en place et qui peut créer des incompréhensions et des remous autour de nous. L'illustration de ce tiraillement alimente de nombreuses œuvres littéraires ou cinématographiques. C'est par exemple Jean de Fleurette, qui dans le roman de Marcel Pagnol s'entête jusqu'à mourir au lieu de renoncer à son rêve de vie provençale. À l'inverse, dans la série Unorthodox, créée par Anna Winger et Alexa Karolinski, le personnage d'Esti décide de fuir la communauté ultra-orthodoxe de Williamsburg 1 an après son mariage, pour aller secrètement à Berlin, bravant tous les dangers. Dans les 2 cas, la lutte interne entre des fidélités concurrentes est absolument féroce. Alors comment faire? Comment sortir de ce système de concurrence? Est-on contraint, pour vivre, de trahir nos fidélités pour en honorer d'autres? Pas nécessairement. Une alternative possible est d'envisager des sortes de fidélités successives. Alors évidemment, difficile de concevoir la fidélité si on change tout le temps. Mais ici, il est important d'émettre 2 remarques que nous avons laissées à l'écart pour l'instant. La première, c'est que d'abord la fidélité ne doit pas être confondue avec l'exclusivité. Comme le dit très justement le philosophe André Comte-Sponville, être fidèle à ses amis ne suppose pas n'en avoir qu'un. Même en matière amoureuse ou sexuelle, et malgré l'usage ordinaire du mot, la fidélité ne se réduit pas nécessairement à l'exclusivité, ou du moins ne la suppose pas forcément. Certains couples, fidèles l'un à l'autre, choisissent des modalités relationnelles différentes. Échangisme, couple libre, amants connus et acceptés, et autres possibilités que je vous laisse imaginer. À l'inverse, combien d'époux, sans jamais se tromper mutuellement, au sens sexuel du terme, ne cessent pourtant de se mentir, de se mépriser, de se haïr, et sont donc pour cela plus infidèles que la plupart des amants. Finalement, dans de nombreux domaines, nous entretenons des fidélités parallèles et non exclusives. Pour reprendre un exemple déjà évoqué, en suivant ce raisonnement,
La fidélité à sa famille n'est donc pas forcément une exclusivité de valeurs qui impose le rejet de ce que nous sommes. Nous pouvons tous aller déjeuner le dimanche midi avec les nôtres et le reste de la semaine être libres d'exister comme on l'entend. Alors évidemment, ce type d'aménagement implique de bien le vivre, de ne pas se sentir écartelé ou de ne pas avoir l'impression de trahir qui que ce soit. Ce n'est donc pas évident pour tout le monde, et encore moins pour tous les sujets. Mais c'est parfois une flexibilité heureuse qui permet de naviguer à travers la complexité de nos fidélités. Le second point est la question du changement. Être fidèle, est-ce ne jamais changer? Mais dans ce cas, comment se réinventer? Si la fidélité est ce qui engage, jusqu'où, et parfois jusqu'à quel précipice, tenir son engagement? Soudain, liberté et fidélité s'opposent. La fidélité serait d'être tenue, tandis que la liberté serait de ne subir aucune chaîne. Mais si on se place du point de vue de l'individu, et non du groupe, de l'idéologie ou des autres, être fidèle à soi-même, n'est-ce pas au contraire se réinventer sans cesse? Notre identité, notre désir profond, notre essence ne sont pas des blocs fixes, immuables. Ils sont mouvants. Et en considérant tous ces ajustements internes, notre capacité de réinvention est bel et bien infinie. Être fidèle à soi, c'est parfois être infidèle. Chez Sartre, par exemple, notre désir étant désir de liberté, notre existence n'étant en rien déterminée par une essence, mais simplement donnée sous forme de situation sociale ou familiale, nous pouvons nous réinventer tout en étant fidèles à ce désir de liberté. Mieux encore, chez Paul Ricoeur, le même principe est tout aussi puissant. L'un des points les plus passionnants de son travail porte justement sur l'identité. Or, pour lui, l'identité se décline en 3 axes. D'abord, la mêmeté, qui renvoie à ce qui, chez nous, ne change pas, qu'il s'agisse de nos empreintes digitales, de notre morphologie, de la couleur de nos yeux, de certains traits de caractère ou de notre ADN. À travers la mêmeté, on construit nos repères. On mesure tout ce qui nous rend reconnaissables, pour nous-mêmes et pour les autres, ce qui demeure intact malgré le défilé des jours. Ici, la mêmeté est une fidélité de fait. Pour compléter son approche et nous offrir une vision plus nuancée de l'identité, Paul Ricoeur propose donc la notion d'ipséité. L'ipsé est l'inverse de l'idem. À la différence d'un projet qui possède une forme et un usage constant, nous ne cessons de changer. Même si certains comportements restent bien accrochés, nous changeons au fil des événements, des rencontres, des étapes de la vie. Entre les enfants que nous étions et les individus que nous sommes aujourd'hui, nous nous sommes transformés. La couleur de nos yeux ou nos fichues manies restent peut-être semblables, mais nous avons évolué. Nous nous sommes enrichis. Nous n'avons plus ni les mêmes goûts ni les mêmes amis. Tout semble différent. Et pourtant, nous utilisons le mot « je » pour nous définir. Ici, la fidélité, dans l'ipséité, s'inscrit au cœur du changement. L'identité chez Ricoeur est donc composée de ces 2 aspects, une partie fixe qui est la mêmeté, une partie dynamique qui est l'ipséité. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus passionnant pour notre sujet. C'est qu'entre le noyau dur de la mêmeté et la souplesse de l'ipséité, il bâtit un pont qui les rend parfaitement complémentaires, celui qu'il nomme l'identité narrative. Ce concept prodigieux, qui apparaît pour la première fois dans son ouvrage Temps et récit, repose sur l'idée que l'identité est finalement ce que nous avons envie de nous raconter sur nous-mêmes. Et peut-être que c'est ici que se joue la seule question valable, bien plus pertinente que le « qui suis-je » ou « à quoi sommes-nous fidèles ».
c'est se demander quel récit souhaitons-nous faire de nos vies. Il ne s'agit pas d'une histoire objective, ni de décrire des événements. Il ne s'agit pas non plus d'inventer n'importe quoi, mais plutôt de se demander ce que nous avons envie de nous raconter, comme un conteur qui choisit une histoire plutôt qu'une autre. Être fidèle, alors, ce n'est pas changer ou ne pas changer. C'est être en mesure d'être fidèle à un récit qui nous convient, qui nous élève, qui nous fait grandir, qui nous fait du bien. Alors, au bout du compte, peut-être que la plus noble des fidélités, c'est bien celle-là, être à l'écoute de nous-mêmes. Si nous vivons mal les choses, c'est que nous sommes en train de nous trahir, de céder sur notre désir. Si nous le vivons bien, dans la joie du développement de nos facultés, c'est que nous sommes fidèles à ce désir, que nous avons réussi à nous réinventer, tout en restant sur notre axe. Après cette exploration, la fidélité devient ainsi une ode à la cohérence. Prêter attention à nos désirs est une manière d'en prendre soin, mais aussi une façon de ne pas en vouloir aux gens, de nous imposer des fidélités dont nous ne voulons plus. Être fidèle à soi, ce n'est pas être égoïste, c'est être fidèle à la part d'humanité en nous. Cette part d'humanité mouvante, fragile, précaire, aussi sublime que compliquée. Alors je vous souhaite d'être fidèle à vos rêves, autant qu'à vos changements. Je vous remercie infiniment pour ce plaisir de vous retrouver. Et j'en profite pour vous livrer un secret, pour vous remercier de votre fidélité. Le 2 novembre est sorti chez Flammarion mon nouveau livre, Une année de philosophie. Un recueil de textes pour parler de ce qui nous trouble, de ce qui nous élève, de ce qui nous agrandit, de ce qui nous chagrine, de ce qui nous fait du bien. Je serai très heureuse de vous le faire découvrir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.